Data Miner est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison de Parcours. Depuis 3 ans maintenant, vous découvrez les plus beaux parcours dans l'univers de la sécurité. Eh bien, on est reparti pour rencontrer de nouveaux acteurs phares de cette filière. Et aujourd'hui, eh bien, je suis ravi de recevoir le directeur sûreté, gestion de crise de IDEMIA Public Service, qui est le principal fournisseur de technologies qui, vous le savez, vous permet, vous, de payer et de vous connecter de manière plus sûre et plus facile. Kevin Gomard, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci de venir sur notre plateau, sur ANews Sécurité. Vous êtes né le 13 septembre 83. C'est ça. Donc, au jour du tournage, on est à 2 jours de votre anniversaire. Bon anniversaire en avance. Merci beaucoup. Voilà. L'inévitable question baptême de cette émission, c'est où êtes-vous né et où avez-vous passé votre enfance? Je suis né à Paris, Oui. dans le 14e arrondissement. J'ai grandi dans le 11e arrondissement, boulevard Richard Lenoir. Une époque où voilà, j'ai pu fêter le bicentenaire de la Révolution en bas de chez moi. C'était absolument magique. J'ai fait les premières parties de mon enfance dans Paris. Et ensuite, Un vrai parigo. Un vrai Parisien. Et ensuite, par contre, je suis parti vers 13 ou 14 ans en banlieue, à Orsay dans le 91, Saclay plus précisément, et où j'ai fait mon adolescence. Est-ce que vous avez un lien de parenté avec Christophe Gomard, l'ex-patron des forces spéciales, puis de la direction du renseignement militaire? Oui, c'est le cousin germain de mon père. D'accord. Donc ce n'est pas mon père. Ce n'est pas votre Non, père. ce n'est pas mon père. Je suis pas ton père. C'est un oncle avec qui je ne passe pas mes Noëls. Ouais. Et donc oui, nous faisons partie de la même famille. Donc on se voit régulièrement, mais la famille est grande, donc on ne se voit pas tant que ça. Alors, que faisaient vos parents? Est-ce qu'ils étaient dans l'univers militaire, de la sécurité, comme le tonton? Absolument pas. Non. Non, Christophe est vraiment dans la partie de la famille qui est dans les forces armées. Ouais. Mon père, lui, était financier. Ouais. Et ma mère était économiste. Et donc, je n'ai absolument pas été élevé là-dedans. Mon père était très fier de dire qu'il n'avait pas fait son service militaire, qu'il était parti faire de la coopération. Et donc, je ne sais pas d'où ça m'est venu. C'est cette envie de rejoindre les forces de sécurité par la suite. Mais... On va en parler, mais est-ce que, enfant, vous aviez un rêve de gosse? Oui. Je voulais pilote de chasse. Ok, quand comme même. beaucoup. Ouais. Mais sauf que le jour où j'ai fait mon premier rendez-vous chez l'ophtalmo, et là on m'a dit une toute petite myopie. Bon, mes rêves se sont écroulés. Et puis là, après, je ne savais plus trop quoi, donc je me suis laissé porter. D'accord. Et alors, vous vous laissez porter vers quelles études finalement? J'ai commencé par l'informatique. Ouais. Je trouvais les ordinateurs absolument passionnants. Première année d'école d'ingénieur qui ne me convenait pas forcément parce que je n'apprenais pas exactement ce que je voulais apprendre. Donc je suis parti en DUT informatique. Où là, On est en 2004. Hein. On est en 2003. Ah ouais, 2003 voilà, pour la première année. Ouais. Première année 2003. Et donc là, j'ai vraiment appris à discuter avec l'ordinateur pendant 2 ans et ça a été absolument passionnant. Alors, en parallèle de ce DUT informatique, vous êtes en apprentissage, c'est ça? C'est ça. Comme technicien informatique, justement, à l'Agence spatiale européenne. Comment s'est fait ce duo, justement, école et apprentissage à l'ASE? C'est vrai que c'était pas habituel l'apprentissage encore à l'époque, et ça a été vraiment ma première expérience professionnelle. Ça a été absolument passionnant de pouvoir travailler au sein de l'Agence spatiale européenne dans un milieu complètement international, parce que européen, donc déjà en anglais. Alors bon, je faisais le support informatique, donc j'avais pas un très gros poste, mais j'étais au contact de tout le monde, du directeur général jusque tout en bas, hein, parce que j'intervenais sur tous les postes, et c'était assez magique. Quand je suis arrivé, c'était le premier tir d'Ariane 5, ouais. Donc 501. Donc je suis reparti avec mon DVD, c'était absolument dingue. Je revois encore les images, et c'est vrai que travailler dans cet environnement m'a donné envie de travailler dans un monde multiculturel. Alors c'est effectivement un univers fascinant, l'aérospatial, mais il y a quand même un petit peu d'armée dans les gènes, parce qu'en 2007, vous entrez à l'école navale pour une formation initiale d'officier. Oui, en fait, j'ai poursuivi mes études après mon DUT informatique en école de commerce. Donc, ce qui est étonnant pour un informaticien, je n'ai pas pris la filière ingénieur, mais je voulais ouvrir mes possibilités.
Et en deuxième année, on devait réfléchir à une année de césure. Et je ne voulais pas être à la défense, comme tout le monde, donc je me suis dit, je vais aller dans la défense. L'armée est venue, la marine est venue à Nancy nous faire une présentation en disant, voilà, on peut vous prendre pour un an. Je dis, c'est ça. Je voulais faire mon service militaire. Ouais. C'est quelque chose... j'ai été assez déçu quand Jacques Chirac a suspendu le service militaire. Et là, j'ai eu l'opportunité de le faire de manière volontaire. Et donc, allez, c'est parti. Toutes les validations par l'école ont été faites. Et donc, je suis parti dans la Marine nationale en septembre 2007. Donc, vous êtes ensuite, à ce moment-là, officier de marine, chef de bureau de la force fusilier commando du légendaire commando Hubert. Chef du bureau renseignement. Ok. En fait, en tant qu'aspirant, donc officier, je me suis retrouvé dans ce bureau de 3 personnes, dont je me suis retrouvé chef sans le vouloir, parce que j'avais des gens qui étaient en dessous de moi, qui avaient une carrière exceptionnelle. Ça a été assez magique, ma première arrivée au commando Hubert. Qui est mythique. Qui est absolument mythique. J'étais complètement impressionné avec mon demi-gallon sur mes manches. Je me suis retrouvé, je me souviendrai toujours de ce premier appel où tout le monde est venu me saluer. Ouais. Voilà, je me dis, mais pourquoi ils viennent saluer ce petit jeune qui débarque et c'est vrai que j'ai passé, je pense, qui est aujourd'hui encore la meilleure année de ma vie avec ces hommes absolument magiques. Enfin, c'est une humilité comme j'en ai jamais vu, une technicité folle. Et oui, il y a encore des images dans ma tête de ce que j'ai pu vivre avec eux. Vos missions, quelles étaient-elles? Donc moi, j'étais en charge du traitement de l'information du commando. C'est-à-dire que je centralisais toute l'information qui arrivait des opérateurs pour après le diffuser auprès des organes qui pouvaient nous les commander. J'assurais la formation à la photo. Bon, certains n'avaient pas besoin de formation, mais les nouveaux arrivants pouvaient, pas forcément correctement prendre des photos, donc je les formais là-dessus. Et en opération, j'étais le lien renseignement entre le commandement et les opérateurs. D'accord. Donc, briefing renseignement avant que les opérateurs partent. Je voyais les opérateurs partir, j'allais me coucher, je me réveillais 3 heures après pour être le premier à réceptionner toutes les informations qui y arrivaient pour pouvoir faire une belle synthèse pour le commandement à des fins de décision. Dans le bureau, pour des hommes de terrain, est-ce que vous avez été sur le terrain? Est-ce que vous avez dû faire les fameux entraînements du commando Hubert avec eux? Non, je ne suis pas nageur de combat, je ne suis pas commando marine. J'ai même mis un point d'honneur à toujours avoir le béret bleu des fusiliers marins dans ma poche, plutôt que le béret vert que j'avais le droit à l'époque de porter avec l'insigne fusilier marin. Ouais. Ce qui a changé, et je trouve ça très très bien d'ailleurs que les non-brevetés n'aient pas le droit de porter le béret vert. Je trouve ça très bien. Il y a un respect quand même à avoir. Et donc non, je n'ai pas eu ces entraînements. Par contre, effectivement, j'ai pu bénéficier de leur aide pour me renforcer physiquement. Je ne suis pas sorti de l'armée dans le même état que je suis arrivé. Voilà. Pourquoi vous quittez la marine en 2008 pour rejoindre Thales finalement? Tout simplement pour continuer mes études. Ouais. En fait, on m'a donné le choix de pouvoir prolonger d'1 an. En apprentissage toujours? Donc, et hors Thales, oui, je suis parti en apprentissage pour faire un master 2 de sciences politiques. D'accord. En même temps que ma 3e année d'école de commerce. Et là, spécialisé dans la défense et l'industrie de l'armement. Fait à Assas, au Panthéon Assas. Et je me suis dit qu'il fallait que je puisse jouer de toutes les cartes que j'avais. Donc, être chez un grand industriel, dans un domaine un peu technique, parce que j'en ai des systèmes de communication. J'étais vendeur, j'étais assistant commercial export. Et dans le milieu de la défense, parce que je sortais quand même de la marine, ça cochait toutes les cases, donc j'étais absolument ravi de cette expérience. Alors, 1 an plus tard, vous faites en quelque sorte le grand écart géographique, déjà, et peut-être même en termes de filière professionnelle, puisque vous rejoignez le Canada pour prendre un poste de chef d'équipe chez Crocs Inc. à Ottawa. Crocs, c'est les chaussures? C'est les chaussures. C'est-à-dire que là, on est quand même... c'est le grand écart, c'est Jean-Claude Van Damme. Complètement. Alors, avec beaucoup moins de souplesse de mon côté. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ma conjointe de l'époque partait faire ses études à l'étranger. Ouais. Et on voulait... je voulais profiter de cette opportunité pour avoir moi aussi mon expérience à l'étranger que je n'avais jamais eu l'occasion d'avoir. On s'est dit que le Canada... et Ottawa particulièrement, pouvait à la fois nous aider dans notre anglais, parce que c'est l'Ontario,
mais c'est le Canada, donc il y a un peu de français, donc le français pouvait aider. Et on s'est dit qu'Ottawa, c'est là où il y avait Thales, Airbus, donc j'allais trouver du travail. Je suis arrivé, la fleur au fusil, à Ottawa, et je n'ai pas trouvé de travail. Et donc il y a un moment, il faut bien payer le loyer. C'est sûr. Et là, un ami me dit, moi, en parallèle de mes études, je vends des chaussures chez Crocs, tu parles anglais, tu parles français, on a besoin de gens qui parlent français. Parce qu'en fait, au Canada, il faut savoir, et surtout à Ottawa, on est obligé de pouvoir répondre à la fois en anglais et en français quand on nous pose une question, surtout dans les magasins. Et les premières fois que j'ai dû vendre quelque chose, c'était en fait des Québécois qui s'adressaient en français à des gens qui ne parlaient pas un mot de français. D'accord. Les personnes leur répondaient en anglais, ils comprenaient très bien, mais ils répondaient en français. Et donc, au bout de 2 minutes, plier les bagages, et puis c'était Kevin qui arrivait et qui pouvait finir la vente. Et donc j'ai fait ça, mais c'était vraiment alimentaire pour nous permettre de rester. Mon cher Watson. Et derrière, au bout de quelques mois, il a fallu rentrer. Donc on a attendu la fin de l'année universitaire et on est rentré en France parce que là, il fallait commencer à travailler vraiment. On vous a obligé à porter des Crocs ? Eh ben, on m'a obligé et en fait, j'y ai pris goût. C'est bête, hein. Il faut dire que... Ça ne sera pas coupé au montage. Non, mais ça ne sera pas coupé, mais je peux le dire, de toute façon, je l'assume. Tout le monde sait que j'ai des Crocs à la maison. Alors, c'est pas forcément que les sabots, hein. J'en ai aussi qui sont portables. Je dis ça parce que vous êtes très joliment chaussé. Merci beaucoup. Vous rentrez en France, vous intégrez le ministère de l'Intérieur pendant 5 ans. Vous êtes d'abord chargé de mission sécurité économique à la direction générale spécialisée. C'est quoi d'ailleurs la direction générale spécialisée DGS ? C'est la DCRI. DCRI. C'est la DCRI. En fait, le CV que je vous ai envoyé est un CV qui est public. Ouais. Donc j'indique pas forcément certains mots dedans. D'accord. Mais j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à la DCRI, effectivement, et d'y passer mes premières vraies années d'expérience professionnelle. Et donc oui, un poste en lien avec les entreprises. Avec beaucoup de conseils, hein. Beaucoup de conseils, d'accompagnement, en fait, des personnes qui... Parce qu'il y a des directeurs sûreté qui n'avaient pas forcément de lien, qui ont besoin aussi de pouvoir avoir des contacts avec l'État. Et donc, c'est de l'accompagnement de ces directeurs sûreté, et aussi toute la partie intelligence économique et l'application de la politique publique d'intelligence économique en France, et surtout de l'intelligence économique territoriale en Île-de-France, où là, je pilotais le dispositif Île-de-France, et donc... conseil du préfet de région, je représentais le service auprès du préfet de région pour tout ce qui était IE. Vous sensibilisez également les entreprises sur les menaces économiques et numériques. À cette époque-là, on n'est pas en 2024. Comment ça se passe justement en termes de numérique ? Alors le numérique était, on commençait effectivement à voir beaucoup de choses arriver. On était... le travail de la DCRI est vraiment d'anticiper les menaces. Et on voyait des habitudes dans les entreprises qui n'étaient pas compatibles avec la menace qu'on voyait arriver. Et donc il y avait cette action de sensibilisation. Parfois, les directions sûreté nous écoutaient, parfois le savaient déjà. Il y en avait qui étaient largement au courant et qui avaient déjà implémenté énormément de choses pour se protéger. D'autres avaient besoin d'être plus alertés. Une réelle prise de conscience, quoi. Participer à cette prise de conscience. Voilà. Faut savoir que la sensibilisation à l'intelligence économique, à la protection économique, c'est un bâton de pèlerin à prendre. C'est répéter, 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 parce que effectivement, nous avions énormément d'exemples. Je sais que la DGSI continue à faire ces sensibilisations en montrant des exemples. Ça fonctionne très bien, ça reste 2 semaines dans la tête du collaborateur, et ensuite ça part parce que forcément, c'est contraignant. Et donc il faut revenir, il faut parfois adapter le langage, essayer de faire prendre conscience les gens et de changer leur façon de travailler, leur mentalité, mais c'est très très long. En tant que ensuite chef adjoint d'unité, vous managez une équipe relativement large de cadres de tout profil, hein, c'est ça qui est intéressant. Vous avez des policiers, de l'administratif, du contractuel. C'est quoi les objectifs à ce moment-là ? Les objectifs, c'est d'apporter la partie d'analyse des cybermenaces. C'est une unité, une subdivision, comme on appelle ça chez nous, que j'ai créée, afin de pouvoir
aider la DGSI, parce qu'on est passé DGSI à l'époque, à se positionner dans le périmètre de la menace cyber. Ouais. Donc pas sur le volet technique, qui là a été géré par la direction technique et de manière très très bonne, mais la mise en perspective. Pourquoi telle attaque peut être prise en compte par tel État, dans quel but? Et on travaille beaucoup en faisceau d'indices. Donc on peut voir une trace technique, une attaque technique, ok, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose à mettre dans cette analyse afin de pouvoir avoir une vraie vision de la menace et pouvoir y répondre? Qu'est-ce qui fait qu'ensuite vous repassiez dans le privé en 2018 chez Siemens? Tout simplement parce qu'il y a un moment, je pense que quand on est dans l'administration, on a une vision qui est celle qu'on a, hein, mais qui est très fermée, et on a du mal à comprendre en fait comment une entreprise fonctionne réellement. D'accord. On les voit, on les côtoie, mais il y a plein de choses qui sont qu'on n'arrive pas à vraiment percevoir. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le bon moment, à ce moment-là, de passer dans le privé, de pouvoir apporter l'expertise que j'avais eue et cette façon de penser qui était celle d'un ancien d'un service de renseignement. Donc chez Siemens, pour tout ce qui était cybersécurité des systèmes industriels, qui était à l'époque absolument mis de côté, vraiment. D'accord. On voyait beaucoup le côté informatique, bureautique, mais alors les systèmes industriels, on les mettait complètement de côté, et donc il y avait vraiment quelque chose à faire. Après, on ne sait pas. L'entretien en fait avec mon manager s'était très bien déroulé, mais on a chacun entendu ce qu'on voulait entendre, et en fait, on s'était pas compris. Ah. Donc, lui voulait un commercial, plutôt commercial. Moi, j'étais plus sur un côté évangéliste. Donc avec forcément un renfort commercial un peu technique, mais pas forcément avec d'avoir un objectif financier à amener. Et donc on s'est quitté d'un commun accord au bout de 6 mois. Et d'ailleurs, le passage du public au privé s'est fait facilement. Vous avez décroché le job relativement rapidement. Est-ce que vous avez été épaulé par vos services? En fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre. Quelqu'un avec qui j'avais de très bons contacts, un jour m'a dit j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, est-ce que ça t'intéresse? Et on a discuté, on était à peu près sur la même ligne, donc avec lui ça se passait très bien, mais c'était un poste un peu particulier, dans une direction commerciale, sans être vraiment commercial. Donc voilà, nous on s'était très bien compris sur ce qu'on voulait faire, mais c'était pas forcément ce que voulait notre supérieur. Donc voilà, après on a... Mais vraiment, c'était vraiment d'un commun accord. Hein. Des bons amis? Ah, complètement. Et à ce moment-là, on se dit qu'est-ce que je vais faire? C'est exactement ça. Est-ce que je reste dans la cyber? Est-ce que je m'oriente plus dans la sûreté? Donc là, une grosse introspection, hein, mais je me suis dit, je ne suis malheureusement pas ingénieur, et à l'époque encore, la cyber commençait à vraiment drainer beaucoup de monde. Mais il fallait quand même être ingénieur, surtout sur des postes un peu à responsabilité et des postes où on était là pour traduire en fait la cybersécurité pour les dirigeants. Là, dès lors qu'on n'avait pas ce bagage d'ingénieur, on n'était vraiment pas écouté. Et donc je me suis dit que j'allais plutôt partir sur la sûreté. Et là, je suis tombé sur le pèlerinage qu'il faut faire pour trouver de l'emploi, où j'en discutais encore récemment avec des camarades, où là, on envoie des CV et des CV et des CV sans beaucoup de réponses, parce que c'est un milieu où déjà il y a très peu d'offres. Savoir qu'à l'époque, s'il y avait une offre par mois qui paraissait sur Internet, c'était beaucoup. Un profil jeune, avec une certaine ancienneté, mais pas assez. Parce qu'en fait, la sûreté est aussi un milieu où, globalement, entre 35 et 45 ans, il y a peu de postes. Et donc, difficile de se positionner sur les postes. Et là, pareil, j'ai appelé un ami, je lui ai envoyé mon CV, je lui ai dit, est-ce que... Vous avez fait l'appel à un ami? C'est ça, complètement. Et j'ai envoyé mon CV, je fais, est-ce que tu n'aurais pas besoin de quelqu'un dans ton équipe? Et 2 semaines après, il me fait, ah si, potentiellement...
je te rappelle. Et quelques mois après, je suis entré chez Idemia. Et entre-temps, vous avez travaillé quand même comme indépendant ? Comme indépendant, rapidement, juste pour rendre des services en fait, à des amis. Je n'ai pas voulu développer vraiment cette activité parce que j'étais plutôt dans une recherche de postes salariés. C'était pour pouvoir facturer facilement une petite activité de conseil, mais j'ai vraiment pas fait beaucoup d'euros. Donc c'est effectivement à ce moment-là que commence la grande aventure Idemia. Comment se fait donc cette mise en relation ? C'est le contact, encore une fois, le réseau. C'est ça, toujours. Le réseau. C'est important. C'est important dans ce milieu. Très important le réseau dans ce milieu. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça que les choses vont. Je dirais que c'est même très important de manière générale. On a toujours besoin du réseau, on a toujours besoin d'avoir de l'aide pour répondre à une question. C'est pas forcément les quelques collègues qu'on a autour qui peuvent répondre à tout. Et le premier réseau, c'est la famille. Mais ensuite, le réseau professionnel, c'est très important d'en avoir un. Alors, on peut... D'où le fait que vous soyez adhérent à l'Agora des directeurs sécurité. Complètement. Ça fait partie du deal. Pour rappeler, je le disais en entame de cette émission, Idemia, c'est donc un fournisseur de technologie important pour payer et se connecter de manière sûre, efficace et facile. C'est quand même 14 000 collaborateurs, présents dans plus de 65 pays. Très belle boîte, très grosse boîte. Vous y entrez d'abord comme Chief Security Compliance Officer. La compliance, si on peut le résumer en quelques mots pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est quoi le respect des normes, non seulement juridiques, mais aussi éthiques? C'est ça, sauf que ce titre-là était un titre qui a plutôt été, qui m'a été mis, qui n'était pas forcément en relation avec ce que je faisais exactement. Et on était plutôt sur de la compliance sécurité, c'est-à-dire vraiment le respect des règles normatives en matière de sécurité. Et j'avais surtout à mettre en place tout ce qu'il fallait pour respecter ce que nous imposait le gouvernement américain et le gouvernement français en matière de règles de sûreté. D'accord, donc ça, ce sont vos missions pendant les 2 premières années. C'est ça. Est-ce que c'est facile, justement, de discuter, de mettre en place entre la France et les États-Unis? Oui, pour la très simple raison, c'est que les Américains, c'est très simple. Ils ne voulaient pas que les Français regardent. Ok, moi je suis Français, j'ai pas forcément envie que les Américains regardent. Donc, on se comprenait très bien. Donc, il n'y avait absolument aucun souci pour mettre en place tout ça. Il fallait... on était aussi 2 ans après la fusion, parce que Idemia, c'est la fusion de Ouverture Technologies et de Morpho. Donc, on fait beaucoup de choses. Il y a toute une culture d'entreprise à revoir, une culture sûreté à mettre en place. Donc, mes 2 premières années ont été aussi un moyen de toucher le terrain. Parce que j'étais aussi responsable sûreté du siège de la Défense, plus officier de sécurité adjoint après pour prendre tout ce qui concerne le classifié de défense. Donc il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu apprendre pendant ces 2 premières années pour ensuite préparer le futur. Ce sont les 4 années suivantes. C'est ça. Vous êtes directeur protection physique et de la gestion de crise groupe. Ça veut dire que vous voyagez beaucoup? J'ai voyagé un peu. Et vous assurez la sécurité de ceux qui voyagent également dans le groupe? Alors, non. Moi, je n'avais pas la protection des voyageurs dans mon périmètre. J'avais vraiment la protection physique de l'entreprise et la gestion de crise. D'accord. Et c'était surtout l'harmonisation de tous les dispositifs qu'il y avait dans le monde. J'avais dit, on avait... je ne sais même plus combien on avait de sites à l'époque, mais on est présent dans 65 pays, des règles aléatoires, parce que pas forcément respectées à droite à gauche, selon si on venait d'Ouverture, selon si on venait de Morpho. Et donc le travail qu'on a fait avec le directeur sûreté globale qui est arrivé en 2020, c'est déjà d'harmoniser tout ça et de mettre en place vraiment de vraies politiques, de vraies procédures et d'accompagner les business units dans cette mise en place dans leur entité. Vous êtes en relation directe avec le CODIR pour toutes ces décisions? Mon chef, oui. Le directeur santé globale, oui, était rattaché directement au PDG d'Idemia. Et il l'est toujours d'ailleurs. Et donc oui, on avait cette capacité de pouvoir toucher tout le monde. L'important, c'est de pouvoir parler autant à la personne qui est tout en bas qu'à la personne qui est tout en haut. Si on ne parle qu'aux personnes tout en haut, personne ne nous écoutera. Ça ne diffuse pas. Ça ne diffuse absolument pas. Les gens en fait, nous prennent pour quelqu'un qui
qui est au-dessus et ne nous écoute pas vraiment. Il faut vraiment pouvoir avoir cette capacité de s'adresser à tout le monde. Et c'est ça qui est important. Et surtout dans notre métier, qui est un métier où on va poser des contraintes, on va sensibiliser à des risques qui ne sont pas forcément pris en compte, d'autant que IDEMIA, à l'époque, était très orienté respect des règles, mais juste des certifications qu'on nous demandait. Le reste, non. Donc, il a fallu ajouter cette prise en compte du risque. Attention, potentiellement, ça peut intéresser quelqu'un. Donc, il faut aussi qu'on le protège parce que ça a une valeur. Et c'est ça qui a été long et compliqué. Vous avez eu de l'appréhension à endosser un poste comme celui-là? Toujours de l'appréhension. C'est un gros groupe. Toujours de l'appréhension. Après, j'étais aidé. Je n'avais pas le lien hiérarchique avec toutes les fonctions sûreté. Donc, j'étais vraiment à conseiller, accompagner les directeurs sûreté de business units dans l'application et ensuite derrière à les contrôler. C'est-à-dire que je mettais en place les règles, l'harmonisation et ensuite j'allais sur place pour vérifier si c'était correctement mis. Et là, il y avait ce côté de conseil de oui, c'est peut-être écrit comme ça, mais regarde, si tu le fais comme ça, tu réponds à la règle et en plus, tu respectes ce que toi tu veux. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le faire. Il y a beaucoup de sensibilisation en fait. J'imagine qu'il faut former un duo parfait avec votre chef direct. Oui. D'autant plus que les menaces, elles évoluent constamment. Donc là, il y a un travail de communication. Oui, bien évidemment. Mais avec toute l'équipe, parce que c'est très important et c'est ça qu'on a réussi à faire donc sur l'impulsion de mon chef. On a vraiment créé cette direction de la sûreté globale qui comprenait à la fois la protection physique, la protection des voyageurs, la cybersécurité et la data, protection de la data. Et en fait, on avait mis en place cette capacité à échanger et aucun document ne sortait de notre équipe si ça n'avait pas été lu par tout le monde, avec chacun son prisme. Le groupe Saizo était assis juste à côté de moi et on échangeait énormément. Même si moi je m'occupais du monde réel et lui du monde logique, les liens sont très forts et tout ce qu'il pouvait décider pouvait impacter aussi mon travail et inversement. Donc on avait besoin l'un de l'autre et ça a été notre force pendant 4 ans. Et quels sont vos échanges justement avec les services de l'État? Ils sont réguliers sur plusieurs aspects? Ils sont fréquents. Les services de l'État parfois nous alertent sur certaines menaces qu'il peut y avoir. L'intérieur, l'armée, j'imagine. On est plus au niveau de l'intérieur parce qu'on est moins, on n'est pas dans le milieu de la défense. On fait pas partie de la BITD. D'accord. Par contre, on est dans le milieu de la sécurité. Aujourd'hui, IDEMIA a une grosse partie biométrie. On fournit des États, des forces de police, des grands opérateurs. Et donc, on a ce côté où forcément on est obligé d'avoir des relations avec les services de l'État, parfois pour les prévenir de ce qu'on a pu voir, et puis parfois c'est eux qui nous préviennent de ce qu'eux ont pu voir, et donc et à mettre en place après tout ce qu'il faut. Alors, depuis le 1er janvier de cette année 2024, vous ajoutez la fonction de directeur sûreté et gestion de crise. Ça change quoi finalement par rapport à ce que vous faisiez précédemment? Alors en fait, IDEMIA a été profondément réorganisé au 1er janvier et aujourd'hui nous avons 3 entités qui cohabitent. Donc une entité qui est dédiée à tout ce qui est paiement, la carte à puce, une entité qui est dédiée à tout ce qui est l'identité, tout simplement, le papier d'identité partout dans le monde, et une entité qui est dédiée aux solutions gouvernementales, donc tout ce qui est biométrie pour les forces de police et les grands opérateurs. Et donc on m'a proposé effectivement de prendre cette direction et de créer le service de la sûreté. Et en fait, la corporate security, comme on dit en bon français, parce qu'effectivement un groupe qui a aussi l'anglais comme langue, nos titres ne sont pas francisés. Donc on est obligé d'avoir les titres anglais et il a fallu tout mettre en place depuis le 1er janvier. Alors en parallèle, vous êtes un sportif accompli, une fine lame, puisque vous faites de l'escrime. Oui. À haut niveau? Non.
Non, amateur. Circuit national quand même. Oh, il fut un temps, quand j'étais jeune, effectivement, vers 18 ans, 19 ans, 20 ans, je pouvais prétendre à avoir un petit niveau, finir, je ne sais plus, 280e français ou quelque chose dans ce genre-là, ce qui est quand même pas Ça fou. dépend du nombre de licenciés, en fait. Ça dépend du nombre de licenciés, effectivement. 285. mais des bons moments, c'est vrai que ne pas être capable de mettre une touche contre quelqu'un qui est champion du monde, qui fait les JO, ben forcément ça dit bon bah ok, il faut que je progresse. Donc on apprend énormément. Bon, aujourd'hui c'est vraiment du loisir et de la détente. Donc vous continuez. Je continue. Vous avez suivi les JO, en tout cas les épreuves d'escrime, j'imagine. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Plein de fierté, mais c'est vrai que l'escrime a été de tout temps un sport qui a apporté énormément de médailles dans toutes les Olympiades. Rarement médiatisé. À l'époque, quand moi j'en faisais, il n'y en avait pas. C'était très dur de voir une épreuve d'escrime. Et même aux JO, c'était très difficile en fait. On n'avait pas toutes les plateformes aujourd'hui pour pouvoir les regarder en replay. Mais c'est vrai que ça a toujours été un sport passionnant et voir toutes ces médailles françaises, c'est toujours extrêmement gratifiant. Tout qu'en plus j'ai fait les trois armes durant toute ma carrière. Sabre, épée et fleuret. Commencer par le fleuret, comme tout enfant, parce que c'est l'arme la plus légère, pour ensuite partir au sabre, parce que j'avais pas de club à côté de chez moi qui faisait le fleuret, il n'y avait que le sabre. Et pour finir à l'épée, tout simplement, parce que je suis arrivé dans un nouveau club, on m'a dit oui, il y a un maître d'armes en sabre. Et en fait, le maître d'armes en sabre avait un poulain qu'il préparait pour les championnats du monde. Et donc, en fait, il n'était jamais là pour moi. Et donc, je me retrouvais tout seul, personne contre qui tirer. Et donc, je me suis mis à l'épée. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette arme. Et c'est ce que je fais aujourd'hui encore. Quelles sont les qualités qui sont demandées en escrime ? De la finesse, de la précision, de la stratégie et de la réactivité. Ce sont des qualités que vous avez développées, donc, et vous vous en servez également pour votre job ? Oui, effectivement, la finesse, parce que si on arrive avec des gros sabots, impossible de faire quoi que ce soit, mais ça, je pense que c'est pas que dans notre milieu que ça existe. De la précision, parce que chaque mot a un sens, et il faut faire très très attention au sens des mots, surtout quand il y a du risque derrière. De la stratégie, oui, parce qu'on n'avance pas sans stratégie, et les premiers fondements de n'importe quel métier, et surtout de la sûreté, c'est de définir quelle est la stratégie que l'on veut appliquer. Et ensuite découlent toutes les politiques. Et la réactivité, et ça, je pense que tous mes collègues le diront, on est malheureusement d'astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et si le téléphone sonne, il faut qu'on soit réactif. Parce que souvent, c'est qu'il y a un problème, mais qu'il est gros. Gros problème. Et qu'il faut se déplacer. C'est ça. Alors, on a presque terminé cette émission. On va terminer avec une nouveauté dans Parcours. C'est en hommage à Bernard Pivot. Je vous propose son questionnaire, mais parfois un petit peu remanié. Votre mot préféré ? Ensemble. Votre chanson préférée ? August in Paris de Sage. Votre plat favori ? Un simple plat de pâtes avec une bonne huile d'olive et un peu de sel. Votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Va falloir sortir les doigts. Est-ce que vous pensez à un homme ou à une femme pour illustrer un nouveau billet de banque ? Je pense que Simone Veil serait la personne adéquate. Elle revient souvent. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré ? C'est difficile cette question. Et je pense que de tout temps, ça a été Sting. Votre livre de chevet ? L'art de la guerre de Sun Tzu. Étonnant. Le film... mais j'ai fait mon mémoire d'études sur l'art de la guerre, ma mémoire de fin d'études sur l'art de la guerre appliquée à la stratégie d'entreprise. Donc c'est aussi pour ça que j'apprécie particulièrement cet ouvrage. Le film dans lequel vous auriez aimé jouer ? Là aussi, c'est difficile. Je pense que Casino Royale, qui est pour moi le dernier vrai James Bond sorti. Le récent ou l'ancien ? Le récent. Le premier, sinon c'était le premier. Moi, la boucle était bouclée.
Pour terminer, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu vois, j'existe. Merci Kevin. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.